pense que le joueur le mieux payé gagne probablement plus d'1 million par an. Les réseaux sociaux te volent ton temps. J'ai arrêté de bosser avec des marques parce qu'en fait, le traitement des créateurs n'était pas le même que le traitement des clients. Et que Mélissa est partie de chez Twitter, Twitter s'est effondré. Lena Situation, elle a été victime d'un bad buzz qu'elle a su détourner de manière magistrale. Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans le nouveau Tech Show. Alors, je suis ravi aujourd'hui d'être avec mes associés. Donc, moi, je suis le fondateur d'European Digital Group et donc j'ai Ruben Cohen. Ravi également d'être dans cette nouvelle édition du Tech Show. Alors, je me présente, je suis Ruben, entrepreneur, cofondateur de Follow Group, un écosystème qui accompagne les marques, les créateurs de contenu et les personnalités publiques dans l'influence. L'idée, c'est justement d'accompagner ces personnes-là sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, chez Follow Group, on est une centaine de collaborateurs. On accompagne près de 80 créateurs de contenu. Alors, qui comme créateur, par exemple, pourrait nous citer certains créateurs? Alors, on va avoir des créateurs comme Maya Dorable, que vous connaissez peut-être, Paola Locatelli, Carla Ginola. Donc, c'est différents typologies de créateurs de contenu en fonction des secteurs dans lesquels ils évoluent. D'accord, donc on a d'un côté le roi de l'influence marketing et ensuite donc Mélissa, donc côté créa. Exactement. Alors moi, je suis directrice générale d'Ores France et de Digital Prod, donc une agence de publicité, une agence qui produit des assets digitaux pour les plus grandes marques. Et auparavant, j'étais chez Amazon, j'ai lancé Twitch pour la France et le Benelux, et puis j'ai aussi passé plus de 6 ans chez Twitter. D'accord, donc là, je suis entouré des plus grands experts des réseaux sociaux. Ores, c'est combien de personnes? Ores, c'est 250 personnes, c'est presque 50 millions de CA. D'accord, bravo. Et beaucoup plus à venir. Parfait. On est ravis de démarrer le Tech Show tous ensemble. C'est une nouvelle édition du Tech Show parce que on a changé de plateau, on a changé de format. On va pas spoiler tout de suite, mais on a des invités exceptionnels qui vont nous rejoindre. Donc c'est parti pour la nouvelle édition du Tech Show. Eh bien, on va commencer par parler du réseau Twitter X, donc anciennement Twitter. On a la chance quand même d'avoir Mélissa qui a travaillé longtemps chez Twitter. Alors, Mélissa, qu'est-ce que tu penses de l'évolution d'X depuis le rachat par Elon Musk? Il y a eu pas mal de turbulences. Gros changement avec l'arrivée d'Elon Musk sur la modération sur le service, sur le rebranding effectivement en X qui est un peu sa particularité, SpaceX, etc. C'est un peu son symbole fétiche. Évidemment, le départ de beaucoup d'employés. Je crois qu'il y a 50% des employés qui sont partis, effectivement. Après, c'était une société aussi très drivée par les valeurs et la vision de Jack Dorsey, très positive, très constructive, très humaniste, exactement. Et je pense que l'arrivée d'Elon a pas mal perturbé la donne là-dessus. Alors, est-ce que tu es confiante sur l'avenir d'X ou est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de points de vigilance? Alors, c'est une bonne question. En fait, je suis confiante sur l'évolution d'X parce que quand tu regardes ce que fait Elon Musk de façon générale dans ses précédentes expériences, les précédentes entreprises qu'il a développées, il a toujours réussi à trouver une issue très positive. Et c'est en ça que je pense que ça peut quand même fonctionner, mais très différemment du modèle d'avant. Je ne sais pas si tu fais le même constat, mais dès que Mélissa est partie de chez Twitter, Twitter s'est effondré. Oui. C'est fou. C'est fou. C'est vraiment, ça a coïncidé. Tu pars, 50% des effectifs qui s'en vont et tout ça. Donc, j'espère que... Tu vas m'appeler. Parce que là, c'est quand même flagrant. Et toi, Ruben, quel est ton avis? X, on est très peu dessus. Moi, personnellement, à titre personnel, je ne l'ai pas. Moi, j'ai du mal avec l'algorithme de X, par exemple. D'accord. Je trouve qu'il privilégiait beaucoup plus le bruit que la qualité du contenu. Moi, sur Twitter, en fait, mais comme X sur Twitter, sur X, ce qui m'a contrarié, c'est cette ouverture sur la liberté d'expression. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, qu'il y a un nouveau réseau social, il faut toujours trouver un équilibre entre, d'un côté, les avancées technologiques et de l'autre, les atteintes potentielles aux libertés fondamentales. Et moi, ce qui me contrarie énormément avec la politique d'Elon Musk, c'est cette ouverture totale sur la liberté d'expression qui fait que maintenant, on peut vraiment tout dire, même des choses qui vont heurter, qui vont choquer, au nom de la liberté d'expression. Et pour moi, si je prends la définition de la liberté, ça consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et donc, dès que tu nuis à autrui, pour moi, il doit y avoir des limitations à cette liberté conditionnelle, sans limite, en fait. Parce que vous pensez, vous, de ce sujet? On est d'accord que c'est l'anonymat aussi qui le permet et qui fait que cette plateforme un peu prend cette tournure. Et d'ailleurs, alors après, je sais pas si c'est le cas sur tout le marché de l'influence,
Mais c'est aussi la raison pour laquelle je pense que les marques sont quand même assez réticentes d'aller sur X. En tout cas, de notre côté, on s'en rend bien compte que autant Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, bah on a d'énormes demandes. Autant X, c'est extrêmement limité. Non, de notre côté, c'est très limité. Oui, alors c'est même du pseudonymat, même plus que de l'anonymat quand on se cache derrière les pseudos. Alors c'est vrai qu'il y a des règles qui régissent et qui font que normalement en France, il y a des choses qu'on a le droit de dire et puis des choses qu'on a un peu moins le droit de dire, effectivement, même sur ce type de service. Oui, c'est sûr que les marques, elles sont déstabilisées par rapport aux communications d'Elon et à la possibilité de se retrouver finalement à côté d'un contenu qui est pas du tout l'environnement dans lequel elles ont envie d'être associées. Je reprends aussi ton point sur le côté hyper polarisant en fait maintenant de l'algorithme. Tu commences à parler de l'environnement et tu vas te retrouver avec beaucoup de contenu autour de l'environnement. Mais quand tu vas parler de politique, tu vas te retrouver peut-être avec des points de vue qui sont pas si divergents des tiens et donc qui vont renforcer tes croyances et ta perception sans forcément te donner le côté contradiction. Exactement. Et que pensent les autres T'as un peu l'impression que tout le monde pense comme toi. Exactement. Et effectivement, pour les marques, c'est plus difficile à appréhender. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui sont là aussi pour les accompagner. Mais et ce qui est drôle, c'est que quand tu vois quelqu'un qui fait un bad buzz sur Twitter ou qui a des propos inacceptables sur Twitter, tu le revois sur LinkedIn et sur LinkedIn, il est hyper sympa, il est hyper carré et tout. Quand il est sur Twitter, t'as l'impression qu'il devient complètement dingue. Il est bourré en fait. T'as l'impression parfois que les mecs sur Twitter, ils sont bourrés. Donc Twitter, c'est la nuit en boîte et que LinkedIn, t'es dans la journée quoi. Mais c'est un peu ça, ce que tu dis sur le pseudonymat. Et d'ailleurs, il y a Brutix qui a fait un reportage là-dessus. C'est qu'ils allaient chercher tous les haters. En l'occurrence, je crois que X aussi faisait partie des plateformes qui cherchaient. Et en fait, ils récupéraient tous les haters pour les mettre face cam, face à la personne qu'ils ont insultée. Et c'était assez extraordinaire. Énorme. Et t'as vraiment l'impression. Et tu leur poses la question, mais pourquoi? Et ils mettaient les commentaires en disant, voilà, t'as dit ça à Just Riyad, je crois que c'était lui à l'époque. Tu lui as dit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, t'as deux personnes en fait. C'est une autre personne. C'est assez incroyable. Tout à fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, je l'ai vu aussi sur Twitch où on est aussi sur un service de live, etc. Et en fait, t'as la communauté qui engage avec le streamer. Et j'ai des streameuses et notamment une qui m'a dit, en fait, quand il y a des haters, je vais directement les spotter, directement leur parler. Et puis en fait, les gens s'adoucissent directement. C'est plus les mêmes. Tu vois, ils essayent et puis en fait. T'arrives ce qui n'est pas le cas sur Twitter parce qu'effectivement t'écris et puis tu passes à autre chose, donc tu peux te cacher derrière ça finalement. Complètement. Les haters, c'est vraiment un sujet. D'ailleurs, ils sont souvent confrontés, je pense, tes créateurs, parfois à certains haters. Tout le temps. Et est-ce qu'ils le prennent mal? Est-ce qu'ils le prennent personnellement? Ou est-ce que maintenant, ils ont appris à vivre? Moi, par exemple, je me dis, c'est l'impôt à payer quand t'as une grosse communauté, t'as un petit pourcentage d'haters. Moi, j'ai dû ramasser des créateurs de contenu à la petite cuillère. Le côté moral et psychologique chez les créateurs de contenu est très, très important. Nous, on a dû accompagner des créateurs de contenu qui avaient plus d'1 million de followers, qui avaient à peine 15 ans. Donc, psychologiquement, c'était quand même assez dur. Et quand il y a une vague de haine d'un coup parce que t'as fait la promotion d'un paquet de pâtes à 1 euro et qu'en fait, il est à 50 centimes et que tu te prends une vague de haine, je vais dire et c'est là où je me demande, mais pourquoi tant de haine pour des petits sujets comme ça? Non, mais en fait, je pense qu'il faut pas se poser la question pourquoi tant de haine. C'est des gens qui sont seuls, en fait, je pense qu'ils soignent. C'est un mal-être. Et c'est comme ils projettent sur les autres leur propre culpabilité. C'est un peu une thérapie pour eux de se défouler sur les réseaux. Par contre, c'est vrai que quand il y a un bad buzz et que on a l'impression que tout ce qu'on a construit peut s'arrêter du jour au lendemain et que quand on va descendre dans la rue, tout ce qui se passe sur les... Parce que c'est ça l'impression qu'ils ont. C'est que quand tu reçois une centaine de messages alors que tu es suivi par 2 millions de personnes, tu as quand même l'impression qu'une centaine de messages, c'est beaucoup. C'est un monde. Comparé, et tu as l'impression que quand tu vas descendre dans la rue, les gens vont se ruer sur toi. C'est l'impression qu'ils ont. Ça commence à être dangereux psychologiquement. Donc, on a toute une cellule qui accompagne les créateurs et même les marques en risque de bad buzz, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi. Mais c'est vrai que pour les marques, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il va y avoir un bad buzz, finalement, des fois, il y a 100 personnes qui vont dire que ça ne va pas, alors qu'en fait, c'est un épiphénomène sur la roadmap. Et c'est là où tes équipes aussi accompagnent les marques, du coup, pour... Exactement. Mais c'est le danger des réseaux. C'est que les 5% mécontents feront plus de bruit que les 95% satisfaits, contents. Et pareil pour un créateur. Les 5% de haters font plus de bruit que les 95% de gens, des vrais followers. J'ai été confronté à plusieurs comme ça, comme de crise, avec des bad buzz, que ce soit pour des clients ou pour qu'il fallait gérer. Et j'ai remarqué quelque chose, je veux avoir votre avis. C'est une phrase qu'on m'avait partagée qui est « Don't feed de troll ». C'est-à-dire que quand tu as un troll qui vient faire un bad buzz sur un de tes posts, si tu lui réponds,
derrière, tu vas créer un débat et tu as après 200 personnes qui vont rentrer dans le débat. Et donc, en fait, tu vas donner à manger aux trolls. Alors, dans le fil de troll, oui et non. En fait, je pense que ça dépend de la nature du bad buzz. En l'occurrence, et là, je prends un exemple, Lena Situation, Lena Mafouf, en fait, elle a été victime d'un bad buzz qu'elle a su détourner de manière magistrale. C'était le soir de la Saint-Valentin. Elle n'était pas avec son petit copain, elle était avec son meilleur ami, Marcus. Elle était en petite tenue. Bref, ça la regarde complètement, mais les gens se sont permis de faire des critiques odieuses, mais à tel point que des gens se sont filmés face cam pour dire vous vous rendez compte, regardez ce qu'elle fait. Ça a fait un bad buzz considérable. Elle a été, je trouve, magistrale. C'est que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ce bad buzz et elle en a fait une stratégie de com sur des bodies qu'elle lançait. Donc c'est ce body qu'elle sortait, qu'elle sortait. Elle a retourné la situation avec quand t'as un bad buzz, avec une pub sur ce body-là. D'accord. En mettant Marcus, donc son meilleur ami, dans la pub. Bah ça a été, je pense, l'un des plus gros coups de com sur cette année. Ça a été la magistrate. Donc elle a super. Et les gens ont dit, même les haters qui sont permis, ont dit, il y a rien à dire, elle est trop forte. Alors, je sais pas combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux par jour, sur LinkedIn, sur Insta, sur Snapchat. Il y a des gens qui sont payés très cher et dont le métier, c'est de nous voler notre temps. D'ailleurs, j'ai cru entendre que le mec qui avait inventé le scroll infini, il a fait une dépression quand il s'est rendu compte de l'impact le scroll infini. Ouais. C'est une des pires inventions du 21e siècle. Non, mais la vraie question, c'est se dire, quand tu vas sur le réseau social, qu'est-ce que tu cherches exactement ? Est-ce que tu vas te faire happer finalement par l'algorithme ? Donc, effectivement, tu regardes une vidéo de surf parce que tu veux regarder un dernier champion et tu te retrouves à regarder un lapin qui fait du skate. Non, mais vous l'avez peut-être complètement. vu. Je l'ai vu, ce lapin. Je suis la plus grande victime des réseaux. Il n'y a pas de souci. Et finalement, tu as passé 20 minutes et à la fin, tu te rappelles de quoi de ces 20 minutes et potentiellement pas grand-chose. Et je pense qu'il faut vraiment éduquer les jeunes générations là-dessus, à aller chercher de l'information, quel type d'information, et si c'est pas l'information qu'elles recherchent, essayer de les désensibiliser. Par contre, quand elles regardent le tech show, là, il n'y a pas de souci. Évidemment. Le tech show, c'est bon. Parce que les tech shows, on partage de l'info, on les fait monter en compétences, il y a de futurs entrepreneurs qui vont exploser grâce au conseil du... Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que chaque seconde passée sur la plateforme leur apporte de l'argent. C'est conçu pour ça. C'est un business de l'attention. Mon fils est fan de toi. Il faut savoir que Ruben, non seulement son agence est très connue, ses créateurs sont très connus, mais eux-mêmes, les fondateurs Follow, sont des stars. Et donc, du coup, est-ce que tu peux répondre à la question de mon fils ? Comme ça, je dirais, c'est Ruben qui l'a dit, le patron de Follow. Est-ce que, en CM2, donc est-ce qu'à 10 ans, mon fils doit avoir un smartphone ? Alors, est-ce qu'il est dans une classe où ils ont tous un smartphone ? Il me dit, c'est ce qu'il me dit. Ah ben, il faut. Il me dit 80%. Il me dit que 80% de ses copains ont un smartphone. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas l'isoler et lui mettre des règles trop dures et faire en sorte qu'il soit un peu le risé de sa classe, un peu le has-been de la classe. Surtout pas, c'est la pire erreur à faire. En revanche, pour moi, il y a un contrôle qui doit être fait à la maison. Il y a un contrôle qui doit être fait en classe. Avec contrôle parental. Évidemment. Okay. Parce qu'en fait, il doit être dans la vague, il doit être dans la mouvance, il doit se faire des potes autour de ça, mais à la maison, pour moi, il doit y avoir un contrôle parce qu'il se passe des choses aussi horribles. Mais t'es OK pour qu'il ait un smartphone. Il a quel âge, tu m'as dit ? 10 ans. Moi, je dirais à partir de la 6e. Mais je pense qu'il y a aussi le côté, accompagnement. Tu vois, passer du temps avec lui expliquer, évidemment, comment ça fonctionne. C'est comme les jeux vidéo. En fait, moi, je trouve que, tu vois, comme dit Ruben, faut cadrer, mais des fois, il faut prendre 2 heures et jouer avec tes gamins pour comprendre aussi le plaisir qu'ils ont à jouer aux jeux vidéo, à faire du portable, à leur montrer, en fait, ce qu'ils peuvent découvrir aussi. Tu vois, il y a aussi tout le côté très positif. C'est un équilibre à trouver. Après, le jeu vidéo, c'est un autre sujet encore, que le portable. Après, moi, je suis plus à l'aise, effectivement, avec les jeux vidéo. Donc, là, c'est un jeu, il y a un temps. Qu'avec un téléphone où c'est pas contrôlé. C'est à n'importe quel moment que tu peux le sortir tu vas pas, quand t'as un dîner de famille, c'est compliqué de sortir ton casque et de jouer. Donc, je trouve, je suis plus à l'aise. Après, il y a aussi ce risque. Qu'est-ce que tu fais si ton enfant te dit, à l'âge de 12 ans, papa, je commence à être fort, j'ai vraiment envie de passer plus de temps, prendre un peu plus. Gamer professionnel. Ouais, non, mais il a 13 ans. Il te dit, là, il faut que je commence à m'entraîner comme le football ou comme le paddle ou comme, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que parent? Non, moi, pourquoi pas? Moi, c'est vraiment, moi, je m'y connais en gaming et je vois le potentiel. Si je vois qu'il a un vrai talent, go. Donc d'accord, mais déjà il faudrait étape 1 qu'il me batte à FIFA ou à FC et une fois qu'il m'aura battu, on pourra discuter. Et après on pourra discuter. J'aime bien la strat. Faut battre papa. On parle de jeux vidéo, on parle de gaming. Qu'est-ce que tu penses de l'impact, de l'influence de Twitch sur les réseaux?
Écoute, déjà, moi, je suis une grande fan de ce service parce qu'en fait, c'est pas un réseau social en tant que tel. C'est un mix entre la télé, le streaming et les réseaux sociaux. Et en fait, c'est une place où tu as le streamer qui échange avec sa communauté, qui peut influencer le contenu. Le streamer écoute ce que lui dit la communauté, etc. Donc, c'est du live, ça dure 2 heures en moyenne. Et puis derrière, tu vas retrouver les meilleurs moments sur YouTube, un peu sur TikTok, un peu sur Insta, etc. Donc, il y a toute une dynamique. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu as des streamers qui démarrent avec du jeu vidéo, mais qui vont finalement aller visiter une fabrique de bière et puis commencer à cuisiner. Il y a des groupes qui ont composé leurs morceaux de musique avec leur communauté. Donc, en fait, c'est super puissant comme service et comme univers et très différenciant. Donc moi, je trouve vraiment que c'est très positif dans la construction des communautés, des audiences. Et tout ça, c'est fait parce qu'il y a beaucoup d'authenticité. Le secret même des créateurs de contenu, on entend beaucoup que le secret, c'est l'authenticité. Ouais. C'est essayer d'être sincère. Alors, essaye juste d'être très sincère quand tu réponds à cette question. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que je vais essayer d'être très sincère, mais l'authenticité, ça a ses limites. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur une plateforme. Il faut respecter les codes, il faut respecter l'algorithme, il faut respecter les heures de poste. Donc en fait, authenticité, oui, mais en rentrant dans un moule qui fait que à quelle heure ton post va le plus marcher, de quelle manière je poste et la toi, vidéo. tous tes créateurs de contenu, ils réfléchissent comme ça, ils réfléchissent algo. Ah mais on est obligé, enfin tu rentres dans un terrain de foot, t'es obligé de jouer avec les lignes, avec les sorties, avec le... Donc oui, tu réfléchis algo. Après, effectivement, c'est important d'être authentique, c'est certain, parce que ça te permet justement d'être proche de ta communauté, de montrer que t'es un peu sans filtre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que TikTok a aussi explosé, c'est parce qu'il y a eu un buzz un peu du contenu pas produit, tu sais, du portable qui tremble un peu, et c'est des contenus qui marchaient très bien. Donc en fait, quand le créateur de contenu se montre comme il est réellement, avec le moins de fil possible, en respectant certains codes de la plateforme, c'est ça l'authenticité qu'on appelle authenticité. Ouais. Alors là, moi, où je suis pas complètement d'accord, c'est que ça va. Enfin, mon point de vue est un peu différent, c'est qu'en fait, ça va dépendre des contenus. Tu es sur du 6 secondes ou des formats c'est vrai, courts, bien sûr. Évidemment. Twitch, il y a des streamers qui passent 6-7 heures, donc tu peux pas ne pas être authentique avec ta communauté, c'est ce qui va les engager. Donc effectivement, je pense que ça dépend aussi un peu des services. Non, mais après, je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, quand tu regardes des créateurs de contenu comme Zerator qui fait le Z-Event. Wow. Derrière, à quel point l'authenticité et le fait de vouloir soutenir des causes, certes, mais tu vois, de ramener 50 créateurs qui vont investir 2 jours ou plus, évidemment, de leur temps pour aller soutenir des causes. Toute cette authenticité derrière, ça va te ramener 10 millions sur le dernier Z-Event, donc cet événement-là où il a mis ça en place. Et ça, c'est vachement bien aussi. Je pense qu'il y a une petite anecdote complètement dingue sur Follow, où j'ai été, mais pas impressionné, j'ai été bluffé. C'est que tu as plusieurs de tes créateurs de contenu qui se sont chauffés, qui ont fait un post en disant qu'ils allaient faire l'Olympia. Et en combien de temps ils ont rempli l'Olympia? Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que ça c'est dingue. Bien sûr, il y a deux voire 3, enfin après dans des catégories différentes, mais 3 créateurs à nous qui ont eu la chance de faire l'Olympia et de faire sold out en moins de 9 minutes. Donc en 9 minutes, ils remplissent l'Olympia. C'est mieux que les Worlds, non? Un post. C'est comment? Les Worlds, c'est la compétition mondiale de League of Legends qui avait lieu. Oui. Mais c'est pas l'Olympia, c'est pas Non, c'était à l'Accor. C'est des plus grosses salles. Là, ça n'a rien à voir. On parle de 2000 personnes, mais c'est énorme. Ça reste énorme. Donc, moi, j'ai été voir donc du coup Maya Adorable et Jules à l'Olympia, et donc c'est impressionnant de voir cette communauté qu'ils arrivent à faire venir. En gros, tes créateurs de contenu, ils veulent faire l'Olympia en 3 minutes, ils remplissent. Et tu penses qu'on va voir comme ça une émergence de créateurs de contenu qui vont transposer du digital vers le physique en faisant des événements? Beaucoup, ouais. C'est pour moi le futur de l'influence. C'est le présent, mais c'est vraiment le futur. C'est de plus en plus d'influence hors des écrans. Que ça soit dans les stades de foot, que ça soit sur des circuits de course, que ça soit dans des Bercy avec des matchs, des combats de boxe. Pour moi, c'est vraiment de l'influence hors écran. C'est pour moi le futur de l'influence, ouais. Tout à fait aligné là-dessus. Alors, on se parle de créateurs de contenu depuis tout à l'heure, mais rien de mieux que d'en recevoir et que d'échanger avec eux directement. Donc, on a la chance d'accueillir 2 créateurs exceptionnels. Donc on va accueillir ces 2 super invités maintenant dans le Tech Show, bien sûr. Mélissa, Ruben, on l'avait dit qu'on allait avoir 2 invités exceptionnels. Et comme on tient toujours nos promesses, ils sont là. Donc on a la chance d'avoir Léa, alias Je ne suis pas jolie,
Et je voudrais dire que moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, on a également Arthur de La Carmine, star aussi de l'entrepreneuriat français. Donc voilà, ravi de vous accueillir. On va commencer par toi, Léa. Ouais, du coup, merci déjà de nous accueillir. Moi, ça fait quelques années que je suis là. Je suis un peu un dinosaure des réseaux sociaux. J'ai commencé à l'ère du blogging, sauf que j'étais vraiment nulle à l'écrit. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité de passer plutôt par le média de la vidéo et donc l'oral, je me suis dit, mais c'est excellent, je vois ça sur YouTube. On n'en parle pas beaucoup. La première YouTubeuse à l'époque avait 7000 abonnés, je crois. Et je suis avec ma webcam dans ma chambre et je commence à me dire, bah ok, je vais parler de ce qui me plaît à l'époque. Et puis, Alors, c'était quel sujet c'était très beauté, voilà, très beauté mode. C'est pas que c'est vraiment que ça me plaisait, mais en fait, à l'époque, les femmes étaient très cantonnées à ces sujets-là. Ça a évolué et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais du coup, j'ai commencé comme ça et les années sont passées. J'ai eu l'occasion de professionnaliser et d'en faire mon métier. Et puis, j'ai aussi pu développer du coup une branche un peu plus entrepreneuriale, puisqu'aujourd'hui, j'ai une autre entreprise qui s'appelle Take Care, où j'accompagne des femmes entrepreneuses à développer leur business sans sacrifice sur leur vie personnelle. Alors, Voilà. Ruben, toi qui es un expert des réseaux sociaux, des créateurs de contenu, comment t'expliques alors non seulement un tel succès, et l'autre chose qui est impressionnante avec toi, Léa, c'est cette longévité. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas d'être visible, c'est de réussir justement à garder sa communauté, en fait, à garder sa communauté et à justement proposer du contenu qui engage. Et de durer, c'est encore plus dur. Elle l'a dit, c'est un dinosaure vraiment de l'influence. Je pense que la longévité, il faut beaucoup de passion. Et à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait, c'est-à-dire par la création de contenu, de manière naturelle, on fait de la veille, on se met automatiquement sur les nouvelles plateformes, on est curieux et on s'adapte en fait aux nouveautés. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait et a proposé tout le temps de la nouveauté. J'ai l'impression aussi c'est d'évoluer avec ta communauté. Ouais, d'évoluer, puis de toujours se demander pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, de savoir si on a quand même un alignement avec ce qui fait sens pour nous, d'accepter de perdre parfois une partie de la communauté qui nous suit pour justement continuer à toujours avoir cette envie, cette passion, pas faire uniquement pour les chiffres ou pour plaire, mais aussi et toujours se souvenir de pourquoi est-ce qu'on a commencé à allumer cette caméra, pourquoi est-ce qu'on a commencé à dire j'ai envie de partager, parce que le partage, il se sent sincère, authentique, vulnérable quand il vibre vraiment pour nous. Et voilà, ça a été toujours un peu, on va dire, mon fil rouge. On a un autre invité, donc vraiment ravi de t'accueillir, Arthur. Alors, Arthur, est-ce que tu peux te présenter? T'es un entrepreneur très successful. Je suis le CEO de La Carmine. La Carmine, c'est un club e-sport français qui a été créé par des influenceurs, des créateurs de contenu, donc Kameto et Prime pour les citer. Et ce qui est un petit peu particulier dans l'e-sport pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, c'est que il faut accepter, on va dire, des basiques qu'il faut prendre en compte, prendre pour acquis, et ensuite on comprend ce qu'est l'e-sport par rapport au monde du sport traditionnel. Le premier, c'est que être un joueur de jeux vidéo professionnel est un métier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se Il y a réveillent même chaque des matin. écoles. J'ai vu qu'il y avait des écoles de jeux vidéo. De plus en plus. Et il y a des gens qui se réveillent chaque matin et dont le but est d'être meilleur après 12 heures, 15 heures de jeu sur le même jeu en boucle. Comme Kylian Mbappé au PSG puis au Real Madrid au niveau du foot. Moi, j'ai un certain nombre de talents dans mes équipes qui ont comme mission d'être les meilleurs. Le deuxième point, c'est que il y a une compétition internationale entre les meilleurs talents mondiaux pour être justement les meilleurs sur des jeux donnés. Que ce soit Valorant, que ce soit Rocket League, que ce soit Fortnite ou League of Legends, peu importe. Et Alors que ça, les principaux jeux, c'est ça, c'est Fortnite, Valorant, Rocket League. Il y a Counter-Strike aussi. D'accord. Et nous, la Carmine Corp, on n'est pas sur. D'accord. Et Counter-Strike, ça cartonne toujours autant? Ouais, ça marche super D'accord. bien. D'accord. J'ai joué toute mon enfance, moi. Pareil. Hein. La plupart des jeux Dans les e-sport cyber. sont des jeux qui sont là depuis des années et des années, voire D'accord. plusieurs Et décennies. pour Pac-Man, certains. c'est plus à la mode? Non, je crois que. Alors, il y a forcément une compétition. Il y a forcément une compétition de Pac-Man quelque part. Parce Ok. que, Ok. par exemple, Bah, le tu principe m'appelleras que en tout cas. Il y a s'il une compétition mondiale d'Excel. D'accord. D'accord. tableau Il y a un Ah ouais, championnat d'accord. du monde. Bah, nous, en et interne, d'Excel. chez EDG, on a des bons tu joueurs. devrais Ouais, sponsoriser on a le championnat du des monde bons d'Excel. joueurs. Il y a Voilà. des- Et c'est regardé, c'est diffusé, Voilà. c'est regardé, c'est des centaines de milliers de vues sur YouTube. C'est quoi? C'est en pas de fait, l'e-sport, attention, je précise. Tableau croisé dynamique. croisé dynamique. Incroyable. Ils ça, doivent je faire savais des inputs le plus vite possible. pas. Et pourquoi ça serait pas de l'e-sport? Parce que c'est pas un jeu vidéo, Excel. C'est Ok. un logiciel. C'est du une très bonne réponse. C'est du e-logiciel compétitif. Et le troisième point, c'est que nous réunissons des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans des stades pour regarder les gens jouer. Ça, c'est un peu le troisième point, mais je pense qu'il nous Alors, réunit par rapport à Twitch. Mais Mélissa, justement, tu connais bien cet écosystème, hein, puisque tu as lancé Twitch en France. Qu'est-ce que tu penses de La Carmine? Est-ce que tu as un avis sur ce business qui a l'air d'être un marché fantastique, hein?
Ah oui, non, mais la Garmin Corp, c'est l'équipe en France que tout le monde connaît. Enfin, quand tu connais un peu l'e-sport et puis les jeux sur lesquels les équipes jouent, enfin, c'est un incontournable. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir Arthur avec nous dans l'émission. Alors, et quel est le business model de la Garmin? En fait, c'est que t'es comme un agent de joueur et donc Alors pas comment vraiment, ça fonctionne? justement, chaque joueur a son agent. D'accord. Donc vraiment dans la professionnalisation, il faut se dire qu'on a tout ce qu'il y a dans le sport traditionnel. Donc les joueurs ont des agents, ils ont des préparateurs mentaux. Toi, t'es le Il y club. a des coachs. Nous, on est le club. On est vraiment le Paris Saint-Germain. Donc notre modèle, il est à la fois simple et en même temps unique dans notre domaine. Et donc, tu achètes les joueurs? Bien sûr, on les D'accord. vend aussi. D'accord. J'en ai vendu 2 le mois dernier. D'accord. Et on en achète aussi évidemment. Et donc le business model, il est assez simple. Le merchandising pour à peu près un tiers. Le sponsoring, on est sponsorisé par Orange, Michelin, Red Bull, Logitech. J'en passe, CIC. Là, je vais recevoir un petit WhatsApp si j'ai pas cité tout le monde. Je n'ai pas cité tout le monde, je précise. Ça, c'est à peu près un tiers aussi. Et puis, on a un tiers qui vient des éditeurs de jeux. Parce que la particularité de l'e-sport, c'est que le foot appartient plus ou moins à personne. Bien sûr. FIFA et l'UEFA, mais globalement, ça appartient à personne. Le jeu vidéo est une propriété intellectuelle. Donc, on est aussi une vitrine marketing pour les Bien sûr. éditeurs de jeux. Et donc, on est payé, évidemment, pour participer aux meilleures ligues mondiales, puisque nous sommes une publicité vivante pour le jeu. On a les joueurs qui montrent le plus haut niveau du jeu et qui donc inspirent des milliers et des millions dans le monde de personnes. On a joué un match là, je crois que le pic d'audience est 1,1 million de spectateurs simultanés Sur Twitch. sur Twitch. Combien de personnes t'as dans ton équipe? On a à peu près 50 joueurs, joueuses et coachs Ok. qui représentent 8 équipes. 8 équipes dans la Garmin. On a 8 équipes dans la Carmine. Et c'est des noms d'équipes et c'est des niveaux. C'est les niveaux. Donc, Ah, par d'accord, exemple, ok. si je prends League of Legends, qui est notre jeu numéro 1. LOL. pour LOL. ceux qui connaissent. Ok. Pour ceux qui connaissent. On a l'équipe numéro 1 qui est en LEC, donc c'est la ligue D'accord. fermée, C'est comme, incroyable, etc. Nationale, Division 2. Là, c'est vraiment la Ligue des Champions. Ok. Et nous, on a une équipe académique en Ligue 1, donc la LFL. Et on a ensuite une équipe de rookies, de jeunes, qui jouent dans la Ligue 2. Donc on a Ok. sur le même jeu 3 équipes. Sur Valorant, on a 3 équipes, on a une équipe féminine dans le lot. Donc bref, c'est vraiment Incroyable. c'est pour ça qu'on joue quasiment 300 jours par an, Incroyable. des matchs en live sur Twitch. Ouais, moi j'avais une question sur l'âge des joueurs parce que de mémoire, je me rappelle que c'est vers 18 ans où vraiment tu as toutes les facultés pour être excellent à un jeu en termes de rapidité, d'agilité, etc. Versus un sportif professionnel où ça peut durer un peu plus longtemps, c'est le cas? Alors je crois que ça évolue plutôt positivement là-dessus, c'est-à-dire que ça démarre beaucoup plus jeune Ouais. et ça finit plus vieux. Donc maintenant, je dirais que sur les jeux majeurs, parce qu'il y a aussi des questions de jeux, etc. Par exemple Street Fighter, je sais que tu es insensible du jeu, ou Tekken, les jeux de combat, ça, on peut aller beaucoup plus vieux. Mais sur League of Legends ou Valorant ou Rocket League, en gros, ça va de 16 à 26-27 ans. Ah oui, quand même. On considère que à partir de 21-22 ans, il y a vraiment une chute Ouais. de en fait, du lien entre la main et l'œil. Et évidemment, on parle en millisecondes. Incroyable. C'est une chute qui est dérisoire. Oui, À partir oui. du moment où on passe les 30, les 40, les 50 ans, il y a une vraie chute. Mais là, c'est une chute dérisoire. Mais à ce niveau-ci, ce dérisoire Ouais. est gigantesque. Nous, on essaye de recruter les joueurs à partir de leurs 16 ans. Parce qu'évidemment, plutôt on déniche les pépites, on évite de les acheter derrière. Sinon, ça monte en millions de coûts de transfert que nous n'avons pas. Et oui, leur pic en général est autour de 19, 20, 21. Ça dépend des jeux. Et je suis désolé, j'ai un milliard de questions Ah bah aussi. vas-y, hein. Est-ce qu'il y a des détections comme dans le football? J'ai un de mes meilleurs potes qui est agent de joueur. Il va au Mans, il va à Lille, il va regarder s'il y a des jeunes joueurs, etc. Est-ce que tu fais des détections Alors nous, le comparable à ce scouting vraiment de jeunes, il est un petit peu différent parce que ce ne sont pas des scouts, ce sont des data analystes. Parce qu'en fait, tous les jeux Bien sûr. sont évidemment du Et dans développement les- informatique. Bien sûr. Dans les jeux en ligne, tu as des rankings, tu peux Exactement. en ligne repérer Et des donc, en talents. fait, notre Oui. métier, c'est d'aller prendre les API de ces jeux-ci, de les mettre dans un moteur algorithmique qui va Et nous voir faire les remonter les meilleurs joueurs. Alors moi, Mais j'ai une c'est question. vachement Mais alors, précis, juste en plus. pour aller Vas-y, jusqu'au vas-y. bout là-dessus, ce qui est drôle, c'est que quand ton ami scout va en bord de pelouse Bien sûr. un dimanche, il voit un joueur, il a son nom, son prénom. Ouais. Nous, on a un pseudo. On ne sait pas D'accord. quel âge il a, on ne sait pas dans quel pays il est. Il faut le trouver. Après, il faut le trouver. Et ensuite, il faut aller le dénicher. Alors, avec Twitter, etc., on arrive à accéder. Mais ce qui est assez drôle, c'est que on ne peut pas baser sur l'information qui nous arrive en data analyse, savoir si c'est un ancien joueur, un nouveau joueur, quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, 13 ans, Incroyable. dans quel pays. Alors là, qu'est-ce que tu penses du gaming, du secteur Bah, il déteste. d'Arthur. c'est Non, horrible. écoute, je me suis D'ailleurs, on va faire une Ouais. compétition. Super, moi je déteste Instagram. non, mais je me suis mise à Twitch dernièrement parce que je trouve que c'est
une plateforme qui a beaucoup à donner dans une ère où justement, personnellement, j'avais envie de m'extraire un peu de tout ce qui était la pression du hook qui va bien, de la vidéo d'accroche 3 secondes, du format court, snack content, etc. Bon bref, j'avais envie de revenir après une période un peu compliquée personnellement à justement ce lien avec la communauté, chose pour laquelle je me suis lancée à la base. Et donc j'ai découvert Twitch même sur des formats et des jeux auxquels je ne joue pas, mais le lien. Donc en fait même les personnes que tu as citées tout à l'heure, je me suis dit je vois très bien qui c'est. Je suis déjà tombée sur leur live et en fait j'ai vu le lien avec la communauté, avec le chat, etc. Et je me suis dit c'est hyper intéressant et donc j'ai eu envie d'explorer, pas forcément pour du jeu vidéo classique, mais même sur d'autres formats, juste sur l'échange. Et en fait je trouve ça hyper intéressant. On peut utiliser d'autres formats que le jeu vidéo sur Twitch. Bien il y sûr. a des Twitchers. Ouais, exactement. Et c'est ce à quoi je pensais, parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as un lien super fort avec la communauté, ce qui est la base de tout sur Twitch. Après, tu peux commencer avec du jeu vidéo, mais tu peux parler de beauté, tu peux parler d'enfants, tu peux parler de foot, de ce que tu veux finalement. Et c'est toute cette connexion qui va faire que ton contenu va évoluer avec la communauté, qui va te parler, avec que tu vas écouter, etc., etc. Ouais, ça enlève Donc, la pression t'as beaucoup aussi. de potentiel sur Twitch. Ouais. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait un live Twitch où j'ai dit on planifie ma semaine ensemble. J'avais vraiment mon Google Agenda qui ressemble à... Voilà, c'est un peu c'est un Tetris, le Google Agenda. Très sympa. Et en fait, j'ai dit, allez, donc j'ai montré des astuces parce que moi, je suis un peu une malade de l'organisation, des tips, des automatisations, etc. C'est une experte Notion. Et voilà, j'adore Notion, etc. Donc, j'aurais dit, on planifie. Moi, j'ai un Notion pour mes repas de la semaine, par exemple. Donc, en 3 boutons, ça me fait ma liste de courses, etc. Et du coup, je l'ai fait avec ma communauté. Je leur ai partagé le template et tout. Et c'était génial, en fait. Je me suis dit, mais c'est donc une plateforme qui accueille du jeu vidéo et c'est génial. Et en fait, ça peut aussi déboucher vers plein d'autres secteurs. Et surtout, je crois que c'est encore assez masculin, Twitch. Il y a quand même pas mal de figures féminines. Mais du coup, je me suis dit, ça pouvait aussi apporter un autre public et une autre communauté. Donc, non, c'est très chouette. Est-ce qu'il ne faut pas quand même une accroche jeu vidéo sur Twitch? Plus nécessairement. Réellement, je pense que comme ce que tu dis, c'est que ce qui compte, c'est la communauté et l'authenticité. Je pense que c'est vraiment la plateforme sur laquelle, on va dire, t'as l'authenticité, t'as le divertissement. D'ailleurs, les plus gros événements Twitch chaque année ne sont pas des événements gaming. Alors, il y a KCX que nous on organise, qui est un gros truc, mais le GP Explorer de Squeezie, Déter de Billy, c'est pas du gaming. Mais je pense que ce qui fonctionne, c'est quand on vient avec sa communauté. Donc, je pense que le plus important, c'est de réussir à transférer un petit peu la communauté. C'est toujours le plus difficile, de toute façon, pour les créateurs et créatrices. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Maintenant, il faut surtout avoir des choses à raconter, parce que Twitch, ça ne fonctionne si t'es régulier. C'est pas un mercredi, je me lance, et puis ensuite le samedi, et puis la semaine d'après, c'est le mardi, et puis dimanche. Ça fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est un peu comme le blog à l'époque, la régularité et avoir des thématiques qui sont quand même un peu convergentes, parce que sinon, tu perds un peu ton public. Là où le gaming est fort sur Twitch, c'est que justement, c'est hyper rationnel. T'aimes League of Legends, tu sais que Kameto, qui est le fondateur du club, tu sais tu sais que globalement, t'as une chance sur 2 qui joue à League of Legends quand il lance, et que lui, pour le coup, il fait tous les soirs. Vraiment, mais c'est un rendez-vous. Je pense que il y a aussi ce truc-là, je pense, de solitude, en fait. Enfin, moi, je sais que dans la communauté, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, je connaissais pas du tout la plateforme, j'ai vu que tu te lançais, je me suis créé mon compte pour te suivre. Et maintenant, je découvre d'autres créateurs. Et je sais que même si tu live pas ce soir-là, j'ai un truc qui m'attend, quoi. J'ai une communauté, je peux échanger. Un rendez-vous. Ils attendent un rendez-vous. C'est ça. Ce que je note, Léa, c'est vraiment un des facteurs clés de succès de ta réussite et de ta longévité. C'est, j'ai l'impression, de la prise de risque. C'est le fait de pas penser uniquement à est-ce que c'est conforme à ce qu'attend ta communauté, mais de dire est-ce que c'est conforme à tes valeurs. Et c'est ça qui a fait ton succès. Et je pense aussi, et c'est un sujet dont on voudrait parler, c'est l'authenticité. Peut-être on en parlait pas mal. L'authenticité, est-ce que c'est ça qui fait le succès d'un créateur de contenu? Il y a quand même ce questionnement, en tout cas en ce qui me concerne, de OK, à quel point est-ce que je suis prête à montrer mes failles, mes faiblesses, ma vulnérabilité? Là, dernièrement, j'ai traversé une période de dépression assez intense et c'était une première pour moi. Mais du coup, comment on fait quand on est créateur de contenu et quand on traverse un état dépressif? Moi, je publie un vlog par semaine qui retrace ma semaine. Et donc, ma semaine, dans ces moments-là, je mangeais pas, j'étais au fond de mon lit. Bon, voilà. Donc, comment on fait pour créer du contenu autour de tout ça? Et en fait, à un moment donné, je me suis dit... je suis un peu au pied du mur. Et en même temps, c'est terrible, mais en même temps, j'ai pas d'autre choix que de changer ma perspective. Donc, je me suis dit, publie, poste. Par contre, j'ai enlevé mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je ne les ai toujours pas tous remis. J'ai enlevé TikTok, j'ai enlevé Instagram. J'ai pris quelqu'un de ma team et je leur ai dit, voilà, je vais créer le contenu. Je ne veux pas savoir ce qui se dit. Poste-le pour moi.
Tu veux plus lire les commentaires, je veux plus lire les tu veux plus avoir les commentaires, je veux feedbacks. plus parce que je sais que sinon je vais T'étais pas trop le faire. affecté par ça. J'étais trop vulnérable et même l'équipe médicale qui me suivait m'a dit mais en fait là c'est juste pas du tout la prio, donc continue à créer parce que justement en reprenant du plaisir c'est ce qui va faire que tu vas aller mieux, par contre parce que c'est ce qui me faisait kiffer et je pense que c'est hyper important, mais par contre tu te confrontes plus. Et là, tu continues aujourd'hui à ne plus regarder les Écoute, j'ai commentaires. diminué mon temps d'écran par 3. D'accord. Vraiment, c'est hallucinant. J'ai pas réinstallé. J'ai un téléphone pro où j'ai TikTok, Insta. Je l'ai pas sur mon autre téléphone. Chose qui, avant, c'était impensable pour moi. Et donc là, je n'ai pas eu le choix de le faire. Donc, j'étais dans la vulnérabilité, l'authenticité la plus totale. La vidéo, sur la dépression, parce que j'en ai fait une vidéo où justement je parlais de ça en disant c'est compliqué là de me montrer dans cet état. Elle a cartonné. J'ai eu des retours incroyable de personnes qui me disaient en fait on a besoin de ces discours-là. Arthur, dans le gaming, dans le jeu vidéo, il y a aussi quelque chose qui est compliqué à prévoir. Une question que je me suis souvent posée, c'est comment faire en sorte de bien choisir le jeu sur lequel on devient un champion. C'est un peu comme quand on choisit son sport. Tout à l'heure, on faisait le parallèle avec le sport. Je sais pas, par exemple, on est champion de StarCraft. Imaginons StarCraft devient moins à la mode. Tu es joueur ou joueuse professionnelle de jeux vidéo. C'est quoi ton quotidien ? C'est vraiment de jouer à ce jeu 12 heures par jour. Il faut vraiment être sacrément passionné. Tu peux pas faire semblant d'aimer un jeu. Il est possible qu'au bout d'un moment, tu en aies marre de ce jeu, mais globalement, c'est un peu comme quand t'en as marre d'être patron de ta boîte, c'est que c'est le début de la fin, globalement, et qu'il va falloir changer au bout d'un moment ou trouver une nouvelle source d'excitation. Et donc, tout simplement, je pense qu'ils vont vers ce qu'ils aiment. Et en fait, ils sont des joueurs du jeu, ils se rendent compte qu'ils sont bons, ils y passent de plus en plus de temps, ils sont tellement bons qu'ils sont repérés, et là, ils deviennent joueurs pro. Le schéma, il est celui-ci. C'est pas de « je veux être joueur pro, sur quel jeu je me mets ». Et de toute façon, si tu le fais de manière très calculée, je pense que c'est ingérable, parce que le niveau est vraiment très très élevé et il faut être très passionné. Puis c'est dur, hein, pour arriver jusqu'à la Carmine Corp et en LEC, t'as un chemin, et puis c'est comme tout, hein, t'as 0,00001% d'élus. Et beaucoup qui n'y arrivent pas. Alors, c'est pas une question que je voulais poser, c'est Mélissa qui voulait poser cette question, donc j'y suis su pour rien. Et c'est Mélissa qui voulait savoir, combien gagne un gamer. Alors, un joueur pro, ça peut aller de... Mec, n'ose pas poser sa question. Oui, je vois ça. C'est très vaste parce que c'est évidemment, c'est comme dire que gagne un joueur de Ligue 1, bah, s'il est au PSG, beaucoup plus que s'il y est pas déjà. Donc, on va dire, dans les jeux majeurs, dans les équipes majeures. Et en France et à l'international, on peut comparer. Alors, donc, en France, je pense que le joueur le mieux payé gagne, un joueur français, probablement plus d'1 million par an. D'accord. À l'international. C'est l'équivalent d'un petit créateur de contenu chez Follow, hein. Alors c'est en salaire net, hein. D'accord. C'est en salaire net, donc je pense que c'est beaucoup D'accord. plus qu'un Donc c'est petit du coup non, c'est l'équivalent d'un très gros créateur de. Sans insulter les créateurs et créatrices de Follow. Mais oui, et puis c'est hors bonus. D'accord. Sachant qu'il y a en fonction des compétitions, etc. Donc ça peut monter très haut. Et je pense que le mieux payé doit être probablement Faker, joueur coréen qui lui en plus, il est dans les pubs Samsung au niveau mondial, donc. Lui, je pense qu'il est peut-être à 10-15 millions par an. Et sinon, en moyenne, je pense que ça commence à 2-3 000 euros par mois en moyenne pour un truc local. Puis ça va. Moi, j'ai des joueurs qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois en salaire fixe. Juste en salaire. Juste en salaire, sans les bonus. Dans ton équipe. Sans les bonus. Non, ouais, dans mes Parce équipes. que les bonus peuvent être énormes. Enfin, Les- sur ah, les- Fortnite, tu gagnes une compète, tu gagnes 15 000. Là, on a fini, que- on a fini demi-finaliste sur LoL c'est public, donc je peux le dire, d'une compétition internationale. Hors bonus que nous, on s'est engagé à payer aux joueurs. Ils vont se répartir à 5, plus les coachs prennent un tout petit peu. Je crois que c'est $225 000 pour une compétition d'une semaine. Donc, ils en sont fait entre 30 et 40 chacun. Alors, on voulait parler d'un autre sujet, c'est le rapport entre les marques et les créateurs de contenu. Ruben, tu as une petite anecdote à nous raconter. Il y a eu tout un buzz récemment sur une marque de frigidaire. Exactement. 14 décembre, je commande un frigo high-tech pour le tester pour Insta. Oui, un frigo qui coûte 2 000 €. Je pense pas qu'il les vaille, mais c'est pas le sujet. Boulanger me livre le frigo avec un impact sur le côté. Mais vraiment, un impact. Les patates, ça se met pas dans le frigo, mais quelqu'un s'est défoulé sur le mien. Là, vous allez me demander, mais pourquoi t'as accepté la livraison? Mais en fait, j'avais pas vu l'impact parce qu'il était caché derrière un autocollant. Par malchance, ils ont collé une étiquette pile sur l'impact et ils m'ont livré le frigo. Merde. Alors moi, comme sur la fiche produit, j'ai pas vu qu'il était livré avec un trou, je contacte le service client 10 minutes après la livraison. Retenez cette information, elle est importante. On me dit pas de problème, il faut envoyer les photos par mail, on me recontactera, tout ça. On me recontacte pas. Alors je rappelle. Oui, on vous rappelle vendredi. Ils doivent choisir les jours au hasard parce que vendredi, on me rappelle pas. Alors lundi, je rappelle. Oui, on a du retard mais c'est en cours, on vous rappelle. Devinez quoi? Après 1 mois et demi, personne ne m'a jamais rappelé. J'ai la faille de San Andreas dans mon frigo et ça dérange personne. Donc quand je rappelle, je suis un peu plus insistant parce que je vois là d'où venir.
Vous la voyez venir, vous? Monsieur, le problème, c'est qu'on n'a pas reçu les photos et la date pour porter réclamation est dépassée. Pardon? Pour rappel, j'ai envoyé ma réclamation 10 minutes après la livraison. J'ai discuté avec des Il a gens dû se qui faire m'ont dit envoyer avoir les photos 20 sous les yeux. frigos. La raison pour laquelle ça C'est prend clair. 2 mois, Darty, là, c'est ils pas ont moi. senti Et c'est le là truc. qu'arrive le moment de grâce, le summum de l'indécence, ce message vocal. Je vous laisse profiter parce que c'est qu'une fois dans une vie. Hein. Bonjour, je suis Société Boulanger. Je fais suite à votre contact avec concernant le frigo pour les photos. Je les ai bien reçus. Je vais pouvoir vous proposer comme convenu une carte cadeau d'un montant de 90 €. N'hésitez pas à revenir vers nous pour pouvoir bénéficier de cette carte cadeau. Excellente journée à vous. Au revoir. Waouh! Donc Boulanger m'a livré un produit à 2000 € endommagé avec un sticker collé sur le défaut, n'ont donné aucune suite pendant 2 mois et en échange, il m'offre le privilège d'une carte cadeau à 90 €. C'est même pas la TVA. Comme je suis en train de me plaindre sur Insta et qu'en plus, hasard de dingue, leurs clients et mes abonnés sont à peu près les mêmes personnes, je sais qu'ils vont trouver une solution magique à mon problème. J'en veux pas. Je fais pas ce reel pour ça. Je le fais pour vous prévenir que si vous commandez chez Boulanger, avec un peu de chance, votre produit arrivera endommagé et vous aurez une carte cadeau pour acheter des crédits Fortnite. Tu peux rien faire. Ah, tu vois, le problème, c'est comment tu peux compenser. Et tu lui envoies 50 fini. réfrigérateurs. C'est machin. terminé. Et le problème, c'est que c'est un truc qui est en dehors j'imagine, du scope traditionnel, du parcours naturel des équipes marketing ou des équipes com. C'est-à-dire que là, pour le coup, t'es l'équipe com marketing, tu n'as jamais entendu parler de ce problème avant de voir la vidéo. Parce que c'est un problème de service client. Oui, mais donc c'est un problème de process. Bien sûr. Ah mais, oui. ce qui veut dire que quand Ouais, t'es à la com ou au marketing de la marque, Ah la non. découverte bien du sûr. problème, elle est au moment où la vidéo a passé les 100, 200, Complètement. 300 000 vues et les je ne sais combien de likes. Mais- Et là, c'est vraiment alerte rouge. Ça doit être. Léa, est-ce que tu ça doit être pourrais terrible. faire une vidéo Terrible. comme ça si tu étais mécontente d'un produit? Est-ce Je que l'ai tu fait sens- là dernièrement, Ah, mais tu l'as pas. Alors pas comme ça dédié, mais D'accord. en me lançant sur Twitch. Ça, t'es J'avais contente du commandé- tech show, tout se passe bien? Ah, mais j'adore. Ah, ok, parce que là, si elle fait une vidéo, on est mort. Non, mais en fait, si tu veux, dans le storytelling de je me lance sur Twitch, j'avais vraiment commandé un PC, voilà, à l'étranger, enfin construit pour Twitch. Enfin bref, moi j'ai jamais été sur PC en plus, donc déjà c'était une aventure. Bref, je commande sur PC et UPS doit me livrer. Et écoute, un enfer, mais on me balade, on me ment au téléphone. Non, il est dans le camion, il arrive. J'ai une autre personne. Non, en fait, il n'est pas en France. Voilà, comme ça, on me balade. Je me dis, c'est pas possible. Moi, je vois que ce colis est quelque part. Il est arrivé, je ne l'ai pas reçu. Jusqu'au moment où je me suis pointée à l'entrepôt et j'avais ma caméra. Hein. Et donc, dans le vlog, on me voit. Et donc, je dis à mon mari, en fait, je pense qu'en plus, en tant que femme, on ne me prend pas au sérieux. Donc, vas-y, s'il te plaît. Il s'est présenté et il a récupéré le colis qui était là depuis une semaine. Elle dit, oui, il doit être là-bas, là. Allez voir. Et donc, je vois mon mari rentrer dans l'entrepôt UPS en me disant, va-t-il le ressortir vivant? Et donc, je suis là avec ma caméra de vlog. Bon, bah, du coup, ça fait 3 semaines que je vous dis que je vais me lancer sur Twitch parce que eux suivent. La communauté suit. En mode, mais Léa, t'arrives quand? Parce que t'as commandé ton PC il y a 1 mois et demi, là. Et donc, en fait, j'ai eu des messages de gens avec des. T'as reçu combien de PC après, du coup? Eh non, mais en fait, c'était même Ouais, pas la c'est faute ça. du PC, Ouais, c'était vraiment d'accord. la faute du transporteur pour le coup. D'accord. Et en fait, bon, j'ai rien eu du PS. Par contre, j'ai eu des centaines de messages et de commentaires qui déglinguaient UPS parce que j'étais pas la première, quoi. Mm. Et bon, bah voilà, j'ai envie de dire, tu relates de ta vie, des bonnes comme des mauvaises expériences. Et là, c'était une mauvaise. Et les marques, elles doivent être super préparées quand il y a ce type de choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'elles doivent immédiatement réagir, immédiatement avoir même anticipé ce type de situation, parce que sinon elles perdent toute la communication qu'elles ont mis sur du long Ouais. terme sur des choses comme ça. Donc Là, personne n'a c'est- réagi, donc je sais ouais. pas ce qu'ils font Non mais chez en UPS. fait, le truc c'est complètement rééquilibré, marque créateur. Et là, on arrive à un stade où vraiment les marques, c'est vrai que craignent beaucoup. Le rapport de force est inversé. Le rapport de force est complètement inversé. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une histoire de process parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si c'est un créateur de contenu ou pas. Et je vais même vous dire, en fait, normalement, la marque Peu importe. doit s'en foutre. Ah bah, ça change rien. Ça c'est un change vrai rien. sujet. C'est Voilà. un vrai sujet. C'est un vrai Moi, j'ai sujet. arrêté de bosser avec des marques parce qu'en fait, le traitement des Exactement. créateurs n'était Exactement. pas le même que le traitement des clients. Donc, on m'a alerté sur une marque et j'ai donc fait le test de Et passer ils vous commande mettent en VIP, anonyme. ouais. Voilà, j'ai passé commande en anonyme et en fait, j'ai compris. Mes produits sont arrivés cassés, etc. Et j'ai arrêté de bosser avec la marque. Mm. Parce que du coup, en fait, l'expérience que moi je relate en tant que créatrice de contenu est complètement faussée par rapport à ce que Exactement. vont vivre les clients. Donc, ça me dessert. Donc, mais c'est une vraie réalité, ça. Et Ouais. donc c'est pour ça qu'en fait ce phénomène-là il est intéressant si c'est pour conduire les marques à améliorer leur process d'SAV, à faire en sorte que tous les clients soient logés à la même enseigne et qu'on respecte en fait tout type de clients. Quand effectivement on va s'alerter parce que c'est un créateur de contenu, c'est compliqué. Et après aussi il y a des créateurs de contenu qui abusent aussi de ce pouvoir-là que d'autres n'ont pas. Donc c'est un peu compliqué. Là, je suis certain que Boulanger, après cette vidéo, on parle de 800 000 vues, plus de 1000 commentaires ont dû être en Tu parles de panique. la vidéo ou de notre vidéo? De la vidéo de Léo Duff. Je me dis vraiment,
c'est quoi l'impact. Est-ce que tu penses qu'il pourra un jour refaire une opération avec Boulanger ou c'est mort? Mais Ce alors serait là, excellent. et c'est- Ah, c'est excellent. mais Excellent, c'est là où c'est on excellent. parle, Ah ouais. c'est là où on parle du CMO, directeur Ouais. com Ouais. marketing, c'est de se dire là il y a Propose-lui peut-être une un OP, coup là. à jouer. C'est peut-être trop tard parce qu'on peut vite sortir la casquette de ouais mais bon C'est du ça y est réchauffé. c'est Moi, rejoué. j'offre des cartes cadeaux de 90 € à toute ma commu, tu vois. Ouais, non mais il y a évidemment un truc à faire pour surfer sur ça parce que là Ah, voilà, c'est vrai je que crois c'est qu'on a un assez concept, compliqué. là. On a un Écoute, concept de Léa là. franchement, Propose-leur, Voilà. vas-y, on dit, Boulanger si vous nous Boulanger, écoutez. voilà. Et tu parlais des créateurs, pardon, qui abusaient, mais effectivement, si le créateur abuse trop aussi là-dessus, c'est la communauté pour le coup qui le suit plus. Et donc encore une fois, il y a cet équilibre créateur-communauté, marque Bien créateur-communauté sûr. qui. Mais oui, mais ça, la communauté le sait pas quand le créateur au téléphone dit je suis un tel, donc vous allez m'envoyer tout de suite l'écran ou le frigo parce que sinon je vais poster. Je peux vous dire que les marques aujourd'hui ont très peur. Et donc il y a un effet qui est assez, il y a un équilibre qui est compliqué à gérer parce qu'on se dit et attendez, on parle de Boulanger, mais imaginez si une petite marque, une marque qui se lance, imaginez la pression aussi qu'on peut avoir si on se dit il y a une menace d'un créateur. Donc c'est un équilibre qui est compliqué à gérer. Je pense que là, si ça marche autant, c'est aussi parce que c'est un sujet auquel on a tous plus ou moins été confrontés. Je parle même pas de boulanger, mais Complètement. de la livraison de manière générale d'un produit. Souvent, le produit arrive un petit peu bien. En tout cas, ça arrive. Je dis souvent, j'exagère. Ça m'est arrivé déjà à titre personnel. Et je pense que c'est ça aussi qui fait écho. C'est que c'est une problématique probablement commune aussi aux gens qui regardent ce créateur. On a tous vécu ça. Un lave-vaisselle abîmé, Bien je sûr. l'ai reçu, je m'en souviens encore. Mais là, ce qui est intéressant aussi, je trouve, et qui va plus loin, c'est qu'en fait, il ne critique pas tant le fait que l'objet soit abîmé, parce que ça arrive, mais c'est plus la manière dont c'est traité dans un processus global, commercial, service client avec la marque. Et je pense que le seul moyen de solutionner ça, c'est limite d'aller d'essayer de voir avec lui si il veut s'intéresser à justement comment ça fonctionne et faire littéralement un vlog dans les coulisses. Voilà comment fonctionne le service client, voilà où ça a loupé, voilà les mesures qui ont été prises depuis que tu as fait cette vidéo, et qu'en fait, il faut... Je pense que ça fonctionne quand tu démonétises, tu démarketises un peu tout ce sujet-ci en disant, OK, en fait, on a merdé. Mais le problème, il n'est pas tant dans le fait que toi, tu as été impacté par ça en tant que créateur connu, mais plutôt de manière générale. Comment on va prendre ça et faire en sorte que les process soient meilleurs pour l'intégralité des clients. Complètement d'accord. Mais avec toi. si la direction marketing fait ça, ils vont transformer un moment très difficile en un moment de grande force qui sera mémorable. Le problème, c'est que la réaction est souvent très mauvaise. On a une marque Ouais. qu'on ne citera peut-être pas, qui a eu justement la réaction un peu différente d'aller en frontal en mode machin, limite. Si, imaginons, là, la direction marketing de cette marque Boulanger dit, eh ben en fait, non, c'est toi qui as mis un coup de tournevis dans le Wow. dans On le t'attaque. dans le truc, et donc il réattaque comme Terminé. ça. C'est fini. Arthur, Mélissa, Ruben, Léa, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que c'est bientôt la fin du Tech Show. Mais avant ça, on voulait partager avec vous une idée, un jeu, c'est de la prospective. Et c'est d'imaginer qu'on soit en 2060, 2065. Et on imagine quels sont les réseaux sociaux de 2060, quel est le jeu vidéo de 2060. Et voilà, Ouais, essayez c'est chacun de prévoir l'avenir. Alors, Qui peut-être commence peut-être que peut-être Ah. dans le gaming, il y a tellement de Donc, c'est choses, moi tellement qui, d'innovations. Ah, attends, mais Tellement chacun va d'innovation. avoir le- Attends, tellement d'innovation. Attends, je me connecte à 2060. Voilà, là, t'es en 2060. En fait, je pense qu'il faut imaginer un truc beaucoup plus profond en termes de changement, qui est probablement le fait que déjà on n'utilisera pas les mêmes outils pour se connecter. Donc, peut-être même qu'il y aura plus d'outils, que tout sera plus ou moins connecté. J'irai pas jusqu'à la puce ou le truc qui permet une espèce de métaverse, je sais pas quoi, mais je pense que les réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui n'existeront plus du tout, et que la frontière entre le digital et le réel va en fait plutôt converger le plus proche possible, et qu'il y aura un monde online et un monde offline, et juste le mode s'activera, et que tu seras peut-être en temps réel, et qu'en fait Twitch, Insta et tout, tu vois, c'est un peu ce qu'ils ont fait sur les lunettes, tu vois, de machin, mais ça peut être dans des lentilles de contact, ça peut être dans plein de choses, qui fait qu'il y aura un mode on et off, et donc tu seras plus ou moins en permanence connecté ou connectable sans avoir un outil tiers qui te permet de te connecter. Mélissa? Oui, je suis assez d'accord. Moi, c'est mon avatar qui te parle ici en 2050. Déjà, je lis plus sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment, je le vis, quoi. Ça devient une expérience immersive avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'IA, etc. Donc, pour moi, c'est complètement différent, et on est vraiment dans la connexion, comme le disait Arthur. Enfin, moi, je suis très alignée là-dessus, quoi. Let's go. Ouais. Ça fait peur quand même. Alors moi, quand on parle de prospective, j'aime bien toujours laisser une case vide qui est hyper importante pour moi. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que il y a 20 ans ou 25 ans, personne n'aurait pu imaginer ce qui est arrivé aujourd'hui.
personne n'aurait pu imaginer avant que Internet existe, que ça allait exister, même les téléphones portables, le métaverse, l'IA. Ça, c'était des trucs qui étaient totalement inimaginables. Et donc moi, quand je pense à la productivité, j'aime bien laisser une case blanche et me dire, en fait, il va arriver des choses qu'on n'est pas du tout capable, même pas d'imaginer, d'anticiper aujourd'hui. Je me permets quand même de dire que tu triches à ton propre jeu. C'est vrai, mais c'est c'est moi moi qui qui pose la question. question. Tu me poses la question au café. C'est ça, mais c'est moi qui. Je n'en ai pas la moindre idée. C'est ça, et c'est moi qui fixe les règles. C'est moi qui fixe les règles. C'est mon jeu. C'est mon jeu. Voilà. Toi, t'as tous les jeux, c'est tes jeux. Voilà, là, c'est mon jeu. Ruben, et on influence, par exemple, dans ton secteur. Alors, pour moi, concernant. Alors, déjà, pour moi, Ready Player One. Oui, bien sûr. Merci. Non, mais, enfin, tu l'as vu, je pense que. Oui. Non mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que et c'est déjà le cas, mais il faut juste s'en rendre compte. On est dans un état là, dans un passage de vie où on passe plus de temps dans le digital que dans la vraie vie. Mais c'est important de le noter. Tout à l'heure, on parlait de notre temps d'écran. On accorde plus d'importance à ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, à ce qui se passe sur nos commentaires, sur nos likes, sur nos vidéos que dans la vraie vie, les interactions humaines, etc. Donc en fait, ça, pour moi, ça va s'accentuer. Effectivement, comme l'a dit Arthur. Le temps d'écran ne va faire qu'augmenter. Alors, ce sera plus un temps d'écran. Il y aura même plus d'écran. Il y aura plus d'écran. Il y aura du temps. Fait, pour moi, on scrollera sans s'en rendre compte. La vie, pour moi, et là, on parle bien dans 30-40 ans, la vie sera un écran et en fait, on sera complètement... Matrix. Voilà, exactement, dans une immersion totale du digital. Le temps de vie réel, c'est pour ça que je parle de Ready Player One, c'est que le temps de vie réel sera très diminué, voire inexistant. Voilà. Concernant l'influence, je sens que Léa, elle est pas d'accord et dégoûtée. Elle est complètement effrayée. Et concernant l'influence, pour moi, les avatars virtuels. Non, en fait, on sera tous des créateurs. On sera tous des créateurs et on l'est déjà de plus en plus avec l'avènement du personal branding, etc. Puisque le temps sera consacré au digital. Si tu veux exister dans ce monde-là, tu devras prendre la parole. Et ça m'effraie beaucoup. Je me disais, en 40 ans, mon fils il aura 47 ans. J'espère quand même qu'il y aura toujours une forme d'équilibre entre ce choix en fait de capacité à être online, offline, etc. Il y a quand même beaucoup d'initiatives alors peut-être que c'est très biaisé. Je pense qu'on est de toute façon très biaisé par nos entourages respectifs et nos centres d'intérêt. Moi, j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi qui sont vachement dans cette demande de déconnexion, dans cette demande justement de réalisation que ça remplit pas toutes les cases de leur bien-être et de leur vie. Et j'ai de plus en plus de personnes, moi, dans les femmes que j'accompagne, qui ont des carrières assez incroyables, qui ont des projets business assez incroyables, etc., qui sont très dans le digital, qui ont de plus en plus de demandes de justement retour à la connexion humaine, aux sources, etc. Donc, alors peut-être que le monde va continuer, et c'est très certainement, d'aller vers cette tendance à l'ultra-connexion. Mais j'ai quand même envie de croire que on aura peut-être à la fois un accès plus facile à tout ça et en même temps toujours le choix de pouvoir continuer à nourrir nos relations de façon différente. Mais j'ai aucune idée sur la question. Enfin, je pense que c'est plus une perspective personnelle ça me ferait vraiment flipper me dire que je suis complètement enfermée dans si je veux faire quelque chose, je dois forcément passer par cette case du digital. Que vraiment la réalité, on va pas se mentir. Donc, alors, on termine sur une note plus positive. Arthur, Léa, Mélissa, Ruben, moi j'ai passé un super moment. Merci. C'était un super tech show, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer le tech show. Je pense bien sûr au Crayon, je pense à Mélissa, à Amélie, à toutes les équipes d'European Digital Group. Merci beaucoup à tous de nous suivre. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à nous suivre sur les réseaux sociaux depuis maintenant quelques années. Et bien sûr, restez connectés.